Bonjour, bienvenue pour la quotidienne du 31 mars. Comme un petit air de déjà-vu aujourd'hui. Et oui, le Caribana reporte sa 30e édition. Mais le plus grand des petits festivals vous promet encore bien des surprises. On en parle en plateau avec le directeur du festival, Tony Lerche. Ensuite, direction Prangin, où la municipalité lance une action de soutien aux restaurateurs. On passe à table avec le syndic François Briand, accompagné de Stéphane Fener, président de l'association économique de Gland et région. En sport, on plonge dans l'eau en compagnie de la nageuse Fanny Borer qui a battu le record suisse aux 200 mètres d'eau. Interview à distance, Zoom avec Alexandre Caporal. Enfin, pour la culture, on se prépare aux vacances de Pâques et quoi de mieux que de le faire au musée avec Pâques au musée qui vous promet un programme riche et varié du 2 au 18 avril, notamment à Nyon et Prangin. Caribana reporte sa 30e édition comme un petit air de déjà-vu et pourtant le plus grand des petits festivals ne vous laisse pas tomber et organisera plusieurs événements tout au long de l'année. On en parle avec vous, Tony Lerche, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur du Caribana Festival. Alors avant de parler Caribana, j'aimerais revenir sur l'annonce du Paléo puisque lui aussi a annoncé annuler son édition pour la deuxième fois, un signal très fort pour la région. Comment vous réagissez ? Oui, alors il n'y a pas que la région qui est en berne, je dirais qu'il y a la Suisse qui est en berne, hein, parce que vous avez vu l'annonce, c'est faite conjointement avec la Suisse allemande. Nous, on est très liés à nos amis Haute-Sarine, hein, dans le milieu du spectacle. Et puis c'est vrai qu'il y a des mois depuis Noël qu'on travaille avec le comité de la SMPA sur les projets potentiels pour l'été. Et puis là, vous avez vu la catastrophe de ces dernières semaines, avec déjà jusqu'à pratiquement le mois de juillet, on n'aura pas d'événements majeurs. Et c'est vrai que les scénarios à 5000 qu'on espérait pouvoir faire ne pourront pas avoir lieu vu l'avancement global de la situation. Ouais, plusieurs raisons ont fait que le festival et les festivals ne pourront pas avoir lieu. C'est une situation évidemment très complexe. Mais si on revient sur le sondage qui avait été fait, on comprend que le public a envie de retourner au festival, mais pas à n'importe quel prix, pas à n'importe quelles conditions. Qu'est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui les festivals doivent de toute façon se réinventer ? Alors, dans la période actuelle, je pense qu'il faut faire preuve beaucoup d'imagination. C'est ce qu'on essaiera de proposer avec le festival. Peut-être qu'on va revenir là-dessus après. Faire plusieurs événements différents, mélanger peut-être l'humour. Nous, on a aussi tout l'aspect social et environnemental qu'on va présenter pendant l'année. C'est vrai que pour l'instant, on doit aller sur des solutions plus petites, voire plus digitalisées. Ce qui ne nous plaît pas forcément. Je pense qu'aucun organisateur est vraiment convaincu de ces solutions, parce que nous, ce qu'on aime, c'est voir les gens heureux au bord d'un beau concert avec une petite pinasse, ses amis, enfin, c'est ce qu'on aime, hein, je crois que vous aussi. Ouais, et puis, ça sera vraiment difficile cette année, quoi. Ouais, les solutions qu'on voit aujourd'hui au Caribana, c'est notamment le e-Caribana, c'est ça la digitalisation dont vous nous parlez, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le Caribana, plus qu'un festival, il devient une marque ? Oui, alors nous, on travaille sur cette idée depuis quelques mois, je dirais. Et puis là, ça s'est accéléré avec la situation qui est difficile et on se dit qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour qu'on puisse offrir aux artistes en fait, des possibilités de se produire. Et puis on doit aussi trouver d'autres sujets d'attractivité, notamment le e-Caribana, qui est le sport par Internet. On a aussi des événements qu'on va créer un après l'autre en streaming, malheureusement. Et puis dès qu'on pourra mettre du monde dans les salles, on mettra du monde. On sera les premiers à le faire comme d'autres. Ouais, on a tous envie de retourner et de se retrouver. Alors pour les dates, tout d'abord le 22 avril avec 3 showcases en ligne et puis le 12 mai, rendez-vous au Théâtre de Maran de Nyon avec un plateau d'humoristes. Pour revenir à l'aspect financier, Tony Lerche, comment se porte le festival ? Bon, il va pas moins bien qu'avant la crise. On a été bien soutenu quand même par l'État, mais maintenant c'est plus la lassitude du comité et des organisateurs eux-mêmes. En fait, on a des gens qui en ont marre de travailler sur du vent ou sur des projets qui ont peut-être pas se faire parce qu'on ne sait pas les normes qu'on doit appliquer pour faire un concert. Et ça, c'est très dur en fait pour nos équipes en fait. Et ça c'est quelque chose que j'ai vu aussi ailleurs. Ils ont les mêmes problèmes. On a un manque de motivation à l'interne. Alors moi, je suis toujours aussi dynamique, donc c'est un peu un cas à part, je dirais. Et on doit remotiver nos équipes sur des projets concrets. C'est ce qu'on va faire. Nous, on veut vraiment présenter quelque chose. On veut pouvoir dire aux artistes, vous allez jouer à telle date. On va pouvoir dire à nos techniciens, vous venez travailler ce jour-là. Et c'est ce qu'on essaie de faire parce que j'ai vu que dans ce problème de crise, c'était ça le plus difficile, c'est travailler dans l'incertitude complète. Ça, les gens n'arrivent pas en fait.
Oui, tout à fait. Mais... Ce que je peux comprendre d'ailleurs. Oui, mais vous étiez très optimiste la dernière fois que vous étiez venu sur ce plateau, vous y croyez, c'était un festival coûte que coûte, pardon, on le comprend, parce que c'est vrai qu'on a envie d'y croire à ces festivals. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire, notamment par rapport aux équipes? Est-ce qu'il faut renouveler les équipes, chercher du personnel ailleurs, utiliser déjà les connaissances que vous avez? Comment est-ce que vous jonglez avec toutes ces incertitudes? Alors nous, on a tellement de projets que je ne peux pas vous les lister aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a plusieurs équipes qui travaillent sur plusieurs scénarios. On a nos équipes de Caribana Event, donc vous les avez cités avant, on va faire ces festivals en live streaming ou en live présentiel si on le peut. On est soutenu là par nos partenaires, nos sponsors qui ne veulent pas nous lâcher parce qu'ils savent que de toute façon, dès qu'on pourra vraiment recréer des vraies manifestations à plus large échelle, on sera là. Et puis on a des projets plus environnementaux, sociaux, qui sont des projets axés sur vraiment le développement durable, toute l'économie durable. Et ça, c'est des concepts qu'on va présenter. Comment ça se passe justement? Parce que du coup, c'est des équipes. C'est d'autres équipes. C'est d'autres gens, c'est d'autres sociétés qui nous aident et qui trouvent fantastiques nos nouveaux projets. Mais je ne peux pas vous en dire plus. C'est le Caribana Week-Air. On va le présenter prochainement, au mois de juin. Mais c'est une bonne solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de l'argent pour engager ces futurs projets et ce personnel-là. Oui, alors on essaie de se faire aussi soutenir par des partenaires, par le canton. Et puis, on le fait beaucoup bénévolement actuellement parce qu'on n'a pas pour l'instant d'aide là-dessus. Le canton est prêt à aider dans les transformations organisationnelles des manifestations. Donc, on va essayer de se mettre d'accord avec tout le monde pour faire quelque chose de bien. Et nous, on va vraiment beaucoup bouger. Et là, on a aussi intégré des sociétés de Zurich qui vont rejoindre le pool d'organisation Caribana. Donc, on est sûr que nous, on va pas s'arrêter de faire plaisir aux gens. Alors, j'espère vraiment que ça sera plutôt en live, parce que moi, je suis un vieux de la vieille, je suis plutôt là. On live sur Internet, on live physiquement, en vrai. C'est le but numéro un. Ouais. Après, je pense qu'on ne peut pas patienter plus longtemps. On doit vraiment proposer des choses. Et les artistes, vous avez vu, ils sortent quand même des albums. Il y en a qui créent, ils continuent à y croire. Et nous, on doit leur offrir une place pour pouvoir jouer et s'exprimer. Ouais, là, on le voit aussi, il y aura un enjeu pour les futures éditions parce que ces places, elles vont être difficiles. Enfin, les artistes vont avoir du mal à avoir leur place parce que beaucoup ont envie de revenir et ça crée un peu des bouchons pour la suite. Alors clairement, on nous avait demandé pourquoi on ne le fait pas en septembre, mais en septembre c'est complètement bouchonné, c'est l'autoroute et puis on ne veut pas marcher sous les plates-bandes des organisateurs du mois de septembre. Par exemple, j'ai tout de suite dit, si on fait en septembre, on va se retrouver avec d'autres festivals qui faisaient à cette date et puis ça va être la grosse guerre à cette période et puis c'est pas le but, le but c'est que tout le monde arrive à survivre et à continuer parce que les artistes ont besoin de tous les festivals pour se développer. C'est pas que Caribana ni que Paléo, ils doivent jouer partout, en Suisse allemande, en France, en Allemagne, en Espagne. Et c'est ça le but, c'est un tout, la culture. C'est pas que comme petit noyau. Et là, par rapport à la stratégie du Caribana, est-ce qu'il va y avoir aussi du changement? Est-ce que l'envie, ce sera de privilégier les artistes encore plus de chez nous? On retourne quand même à l'étranger et on les fait venir? Alors clairement, sur le Caribana Event, c'est très suisse, c'est très local. Et là, de toute façon, on est très confinés, donc on ne peut pas tellement faire autrement, mais ça nous fait très plaisir de pouvoir proposer des jolis plateaux avec aussi des humoristes. Là, Thomas Wiesel et ses amis. Là, on aura de nouveau Alio, on n'a pas de Burgener, c'est tous des gens qu'on adore. Et puis, si on peut les aider dans cette situation terrible, c'est fantastique aussi pour nous. Et puis, après, on est aussi ouvert au reste du monde, même si on est quand même très local. Oui, bien sûr. Mais ça fait du bien de soutenir nos artistes de la région. Tony Larche, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et donc, à la maison, les 2 premières dates à retenir, le jeudi 22 avril pour 3 showcases en ligne et puis le 12 mai au Théâtre de Maran à Nyon. Merci beaucoup, Tony. Très belle journée. Merci à vous de l'invitation. Et on passe à table. À Prangin, la municipalité lance une action de soutien aux restaurateurs et en partenariat avec l'association économique de Gland et Région. On en parle avec nos 2 invités. François Briand, bonjour. Bonjour. Vous êtes le syndic de Prangin. À nos côtés également Stéphane Fener, président de l'AEGR. Bonjour. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Alors, on l'imagine, mais pourquoi avoir travaillé en partenariat avec l'AEGR ? Pour une raison toute simple, c'est que la mise en place de cette opération nécessite une certaine logistique. Et l'association économique de Gland et Région avait déjà mis en place lors de la première vague une logistique avec tout ce que cela comporte, un site internet, des modes de paiement, etc. Et qu'il était ridicule de réinventer la roue. Donc on s'est retrouvé avec l'association pour mener cette 2e opération en 2021. Oui, alors on va parler de Prangin évidemment, mais comment avoir adapté ce concept à la sauce pranginoise, Stéphane Fener?
C'était rien de plus simple, puisqu'on est vraiment parti sur un concept très très proche de ce qui avait été fait il y a un an pour les bons, pour les commerçants de la côte. Donc on a tout simplement réduit le nombre de participants pour répondre aux besoins de Prangin. D'ailleurs, nous saluons vraiment cette initiative, parce que tout ce qui se fait pour aider les commerces qui sont particulièrement touchés actuellement, les restaurateurs, mais d'autres aussi, c'est toujours très très bienvenu. Oui, alors parce qu'on sait qu'il y a un réel besoin de manière très pratique. Rappelez-nous comment ça fonctionne. Alors, il y a ce site internet qui est soutien au restaurant prangin.ch, avec des tirets entre les différents mots. Et les acheteurs peuvent prendre des bons avec 10% de rabais. Les valeurs sont de 20, 50 et 100 francs. Et ils peuvent prendre donc ces bons avec 10% de rabais. Mais la municipalité verse en plus 10% aux restaurateurs. Le principe est de créer des liquidités pour les restaurateurs en ce moment. Ouais, alors on sait que tous les fonds sont nécessaires pour venir en aide à ces restaurateurs, François Briand. Alors j'imagine que ça ne comble pas le manque à gagner, mais que c'est surtout un soutien psychologique. On peut l'appeler comme ceci, effectivement. Dans des circonstances que l'on connaît très difficiles en matière de restauration, où le chiffre d'affaires est tout simplement tombé à zéro, pratiquement à zéro. Quelques-uns arrivent à faire de la vente à l'emporter, mais c'est quand même pas suffisant pour combler leurs charges fixes. Et c'est pour ça qu'on a essayé de mener cette opération pour, avec nos moyens relativement modestes, communaux, de les soutenir. Mais je dois dire, il faut petits moyens, mais quand même qui peuvent avoir une certaine importance pour un exploitant de restaurant, dans la mesure où ce 10% qu'on offre d'une part aux clients, mais la priorité c'était de soutenir les restaurateurs, donc il faut inciter les clients d'une part avec ce rabais de 10%, mais surtout le 10% que reçoit le restaurateur dans un secteur d'activité, encore une fois, où les rendements sont extrêmement faibles. Une fois que vous avez enlevé vos charges de personnel, le loyer, les charges de marchandises, ceux qui arrivent à sortir 10% sont peu nombreux, ou alors ils sont très bons. En rajoutant 10%, qui est un chiffre d'affaires supplémentaire additionnel sans charges qui sont directement liées à cette augmentation de chiffre d'affaires, c'est pratiquement un bénéfice supplémentaire de 10%. Donc l'impact peut être assez grand pour un exploitant. Et puis j'ajoute que nous avons mené cette opération pendant une durée limitée, avec des moyens limités, puisque nous avons aussi des compétences en matière de municipalité, et que si nous devions poursuivre l'opération au-delà du mois que nous nous sommes donné, il faudrait à ce moment-là allouer des budgets et passer devant notre conseil communal. Oui, alors il y a déjà une centaine de bons qui ont été vendus, donc l'action fonctionne, ça c'est une bonne chose. 9 points de restauration à Prangin. Puisque vous êtes, j'imagine, aussi en contact avec eux, comment ils se portent, ces restaurants? Est-ce qu'il y en a qui sont en danger, ou quelle est la situation à Prangin? La situation, comme je le disais, elle est extrêmement difficile, puisque, encore une fois, le chiffre d'affaires est tombé pratiquement à zéro, avec des charges qui sont quand même très importantes pour certains, en matière notamment de loyer. Est-ce qu'il y en a qui sont en danger aujourd'hui? Alors, à ma connaissance, pas, mais ça pourrait le devenir. On sait que le secteur globalement de la gastronomie et de la restauration est en danger. Et on estime qu'un certain nombre, effectivement, d'établissements vont tomber en faillite s'il n'y a pas les soutiens qui arrivent rapidement. J'en profite pour dire que les soutiens viennent bien évidemment d'abord du canton, en matière de caisse de chômage d'une part, en matière de loyer, de compensation, de chiffre d'affaires, et puis ce petit plus de la commune, comme vous l'avez dit, qui est plus psychologique qu'autre chose, pour montrer que les autorités communales sont derrière les restaurateurs, et que bien sûr on va tout faire pour que ces points de restauration, qui sont nombreux à Prangin, perdurent et arrivent à s'en sortir au-delà de cette période un tout petit peu difficile. Ouais, alors Stéphane Feller, on sait que votre volonté c'est d'aider ces restaurateurs, de les aider financièrement, psychologiquement on le dit, mais est-ce qu'aujourd'hui votre association a un petit peu évolué dans le sens où on l'entend, c'est des aides qui doivent venir aussi du canton, on sait que parfois elles peinent à venir. Est-ce que vous pouvez justement, est-ce que vous avez une marge de manœuvre? Alors, on n'a pas une grande marge de manœuvre parce que nous sommes une association de bénévoles. Nous sommes connus sur la commune de Glon, puisque l'association a vu le jour il y a bien des années sur Glon. On s'est ouvert l'année passée suite
J'ai un blanc. Non, suite à notre Assemblée générale, pardon, où nous avons fait voter cette ouverture aux communes, je dirais, avoisinantes, sans qu'elles soient forcément limitrophes. Et donc, ce genre d'action tombe à point nommé pour nous, pour se faire connaître. Mais où j'aimerais rajouter quelque chose par rapport à ce que disait M. Briand, on donne aussi de la visibilité aux restaurants. Et c'est ça, on se rappelle, les restaurants se rappellent aux bons souvenirs de leurs clients qui, malheureusement, commencent à les oublier, ceux qui ne font pas du take-away. Ils commencent à se faire oublier, malheureusement, on connaît un petit peu les règles de marketing. Et ça marche aussi, on le voit, hein, François Briand, parce que finalement, ça incite aussi certains restaurateurs à passer le cap. Je crois que c'est le cas à Prangin. Certains ont maintenant du take-away alors qu'ils n'en faisaient pas. Tout à fait. Les restaurateurs, pour certains, n'avaient pas d'autre choix que de mettre en place ce service à l'emporter. Ça fonctionne bien. Moi, je crois qu'il faut se rendre compte qu'il y a une demande de la population de fréquenter les restaurants. Ça, ils ne peuvent plus vraiment, mais de pouvoir bénéficier de prestations de cuisine, de plats à l'emporter, de plats du jour ou de choses toutes simples. Tout le monde ne cuisine pas chez soi. Et cette fermeture des restaurants est quand même un problème de société très important. Et moi, je suis persuadé, alors c'est bien de donner de la visibilité aux restaurants, c'est bien de sensibiliser la population à retourner dès que possible dans les restaurants, mais je suis sûr qu'il y a la majorité des gens sont, si vous me permettez l'expression, dans les starting blocks pour retourner se restaurer, et avec la période d'été qui va venir, les beaux jours sur les terrasses. Là, il y aura même un flux peut-être même supérieur dans une première vague, et ensuite ça va se stabiliser. Est-ce que du côté politique, on entend aussi ces extensions de terrasses, notamment à Nyon, qui vont arriver si les restaurateurs peuvent réouvrir? Est-ce que ça sera le cas à Prangin? Est-ce que vous allez donner plus de place aux restaurateurs? Alors, on n'a pas donné plus de place dans l'immédiat pour ceux qui avaient des terrasses notamment, mais on a donné des facilités d'étendre leur territoire, si je puis dire, puisqu'ils sont dans l'obligation d'espacer, enfin ils étaient, quand il y a eu une petite période d'ouverture à un moment donné, d'espacer leur table et pour qu'ils ne perdent pas des places de restauration. Donc on a fait des efforts là où on le pouvait pour augmenter les surfaces, mais dans l'immédiat, pas augmenter le nombre de places. Ouais, Stéphane Fenner, une dernière question pratique, puisqu'on sait qu'aujourd'hui plusieurs communes se rajoutent à la liste. Est-ce que si on a un bon d'un endroit, d'une commune, d'une ville, on peut en profiter ailleurs ou pas? Non, ce n'est pas possible. C'est une question de logistique, parce que les soutiens sont vraiment faits pour les établissements des différentes communes, et donc c'est difficile de mélanger les choses. Mais nous sommes ouverts à toute question, à toute proposition pour améliorer les choses dans le futur. Mais on peut en acheter plusieurs parce que nos petits estomacs ou grands estomacs enfin. Stéphane Fenner, François Briand, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une très belle journée à vous. Merci à vous. Merci. Elle est la nageuse suisse la plus rapide de l'histoire. Le 21 mars dernier, à Marseille, la Lyonnaise Fanny Borer a signé le record suisse de 200 mètres d'eau en nageant 2 minutes 13 secondes et 10 centièmes, soit 16 centièmes de moins que l'ancienne détentrice du record, Maria Ugolkova. Pour parler de son exploit, Fanny Borer est avec nous sur NRTV par visioconférence, puisqu'elle est depuis son QG d'entraînement à Mulhouse. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors Fanny, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé le jour J de ce record? Tu avais mangé du lion, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je ne sais pas si j'ai mangé du lion, mais comment dire, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est bien. Ouais. En fait, j'ai l'impression de ce que tu disais dans la presse, c'est que tu t'attendais pas spécialement à ça, et puis même, il me semble que tu ne partais pas en te disant ça y est, je vais battre le record suisse. C'est arrivé un peu comme ça, en fait. Exactement, c'est arrivé comme ça, vraiment le pur hasard. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a fait quand on t'a dit, Fanny, là, le 200 mètres d'eau, tu as le record suisse, le record du pays? Alors en fait, je vais vous dire quelque chose, c'est que avant la course, j'étais dans ma chambre d'hôtel et j'ai vu, je me suis dit, mais c'est quoi le record suisse du 200 mètres d'eau en grand bassin? Et j'ai été regarder et quand j'ai vu que c'était 2,13,4, je crois, je me suis dit, bah, ce serait bien de battre le record suisse, mais sans plus. Et quand j'ai touché la plaque à la finale et que j'ai vu 2,13,10, j'ai su et j'étais super contente. Et qu'est-ce que ça représente justement pour une nageuse, pour une sportive comme toi? Qu'est-ce que ça représente un record suisse?
Alors ça représente quand même beaucoup, enfin c'est pas rien quand même. Et enfin, je sais pas, je m'en rends toujours pas compte en fait que j'ai un record. Ouais, c'est ça. Les prochains objectifs, Fanny, pour toi, ce sont les championnats suisses d'Uster qui auront lieu du 7 au 11 avril prochain. Est-ce que ce record, ça met une certaine pression pour ces championnats suisses? Est-ce que quelque part, il y a le fait que tu serais attendu au tournant? Alors je pense que oui, je serai attendue, mais franchement, je me mets pas de pression. Je vais avec le plaisir de nager et on verra bien ce qui va se passer. Comment tu te prépares pour ces championnats suisses et quels sont tes objectifs? Alors, forcément, je m'y prépare un peu quand même dur depuis un moment, parce que c'est là où on a les critères de qualification pour les Euros, pour les Jeux et tout ça. Et mes objectifs, ce serait alors de gagner ces championnats, d'avoir le titre et qui sait, peut-être refaire le temps, voire mieux de ce que j'ai fait à Marseille. Donc battre encore ton propre record, quoi. Voilà, ça serait génial. C'est ce qu'on te souhaite. Et puis une médaille, alors tu l'as dit, ça c'est l'autre objectif. Oui. Très bien. Fanny, tu t'entraînes donc, tu n'es pas à Nyon, tu n'es même pas en Suisse puisque tu es en France du côté de Mulhouse. Il me semble que ça fait 1 an et demi, 2 ans, je crois, que tu es parti là-bas pour t'entraîner, que tu as toute ton équipe d'entraînement. Pourquoi avoir fait ce choix et puis comment ça se passe à Mulhouse? Alors, tout se passe très bien ici et j'ai fait ce choix. Alors, comment dire, c'est vraiment un pur hasard. J'ai rencontré mon copain qui est mon entraîneur au meeting de Nice il y a 2 ans maintenant. Et quand j'ai fait mes championnats suisses plus tard, c'était à Uster également. Et j'ai fait 2e et j'avais toujours pas battu mon record. C'était 2,18 et j'ai fait 2,19. Et c'est là où Mike est venu vers moi et m'a dit « Mais vas-y, tu peux partir, t'as tous les moyens d'y aller. Moi, je te retiens pas et tu verras bien ce qui va se passer. » Et donc, j'ai suivi son conseil et je suis partie. Donc à la fois, tu as trouvé ton partenaire de cœur et partenaire du coup professionnel, en fait la bonne personne pour te booster, à te dépasser. C'est ça justement qui fait que tu es parti en France et puis que tu n'es pas resté en Suisse. Et puis qu'est-ce que justement le fait de partir en France t'a apporté? Tu penses que si tu étais resté en Suisse, tu n'aurais peut-être pas fait la carrière que tu es en train de faire aujourd'hui? Je me dis que je pense que j'aurais pas fait la même carrière que je suis en train de faire maintenant. Peut-être que j'aurais progressé encore un peu, mais pas autant. Je pense qu'on était vraiment arrivé à un point où je stagnais vraiment beaucoup. Et là, en même pas 2 ans, je suis arrivée à Mulhouse, je faisais 2,19 quoi, et maintenant je suis à 2,13. Donc je me dis que j'ai fait les bons choix. Voilà, tu as rencontré les bonnes personnes et puis tu as fait les bons choix. Partir loin de chez soi, loin de ses origines, justement, ça permet aussi peut-être d'être un peu déconnecté aussi de ses proches, de sa famille et de se concentrer en fait sur l'objectif sportif. Oui, bon après moi je suis très famille, hein. Ça a été un peu dur de partir quand même, mais j'ai quand même toujours le soutien de mes parents et ça je les remercie beaucoup de m'avoir laissé partir et donner ces moyens pour moi de nager. Alors aujourd'hui, donc, tu t'entraînes en France. L'objectif, je sais, le gros objectif pour toi cette année, ce sont les championnats d'Europe qui se tiennent en mai à Budapest. C'est quelque chose que tu redoutes? C'est vraiment, tu travailles pour ces championnats d'Europe? Là, j'y pense vraiment pas. Je pense vraiment qu'au championnat suisse, je vais compète par compète. Sinon, je m'en mêle les pinceaux et je me mets trop de pression pour rien. D'accord. Et à Budapest, au championnat d'Europe, qu'est-ce que ça change justement? Il y a peut-être des adversaires différents que tu n'auras pas au championnat suisse forcément, que tu redoutes un peu. Ça change en fait le défi que tu te fixes? Alors vraiment, j'avais pas pensé à ça, mais je doute bien qu'il y aura de nouvelles concurrentes et je me réjouis vraiment de vivre cette expérience que j'ai jamais faite. Il y a aussi, Fanny, cette année, les Jeux Olympiques de Tokyo. Est-ce que tu es encore en lice pour les sélections et pour partir à Tokyo? Est-ce que c'est aussi un de tes objectifs cette année? Alors non, c'était pas mon principal objectif. Vraiment, le principal, c'était d'entrer en équipe suisse et d'aller aux championnats d'Europe.
Mais après, si je fais le temps, je serai vraiment très, très contente. Et sinon, j'ai toujours en 2024 l'objectif des prochains Jeux. Donc tu vois un peu plus loin, tu vois plutôt Paris 2024, c'est ça? Voilà. Les Tokyo, c'est vraiment le bonus, mais je ne me mets pas de pression pour ça. Ouais. En revanche, si justement on te dit, bon, tu as fait les temps qu'il faut, c'est toi qui es sélectionné, tu pars à Tokyo, tu y vas et puis tu donnes tout, j'imagine. Ah oui, alors déjà, je hurle de joie et ensuite, je donnerai tout à cette compétition, bien sûr. C'est pas rien. Qu'est-ce qu'il te faut justement pour te sélectionner, toi, aux Jeux Olympiques? Alors, le temps demandé, c'est 2:10:39 au 200 dos. D'accord. Donc, c'est un peu loin quand même. Hein. Ouais, donc on sait que là, tu es à 2:13:10. Donc, du coup, il va falloir gagner encore 3 secondes sur le record suisse que tu viens de faire, c'est ça? C'est ça, oui. Bon, écoute, on te souhaite en tout cas bon courage. On souhaite que tu arrives à battre justement ces 3 secondes, enfin à gagner ces 3 secondes. Merci beaucoup Fanny Borer d'avoir été avec nous. On rappelle donc ce record suisse en 200 mètres d'eau et puis on te souhaite le meilleur pour les championnats suisses, les championnats d'Europe et puis pourquoi pas les JO, allez, on y croit. Merci beaucoup. Merci Fanny, à bientôt. À bientôt, au revoir. À Pâques, tous au musée du 2 au 18 avril, profitez d'une centaine d'activités pour les enfants et la famille, pour tous les goûts et tous les âges. On en parle aujourd'hui avec nos 2 invités. Juliette Deven, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la médiation culturelle pour les musées de Nyon. Avec nous également Pauline Lesca. Bonjour Pauline. Bonjour. Vous êtes guide au château de Nyon, donc vous allez forcément nous en dire plus et nous donner envie. Rappelons-le déjà, Pâques au musée, qu'est-ce que c'est ? Alors, Pâques au musée, c'est un événement qui a lieu depuis 16 ans maintenant et qui regroupe 40 musées vaudois, enfin de plus en plus de musées au fur et à mesure du temps. Et pendant 2 semaines, pendant les vacances de Pâques, tous les musées se mobilisent pour proposer aux enfants et aux familles, donc dès 4 ans et jusqu'à nos limites, des activités pour faire découvrir leurs collections, leurs objets, leurs expositions de la manière la plus ludique, la plus originale possible, en couvrant un champ de disciplines et d'activités extraordinaires. Ouais, alors Pauline, forcément, après de longs mois sans avoir accès au musée, sans avoir le moindre musée à se mettre sous la dent, ça fait du bien. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire, de la part des visiteurs déjà et de notre part également, parce que bien sûr, sans visiteurs, les musées sont vides, sont nus, sont silencieux et on n'aime pas ça. Ouais, donc voilà, on espère vraiment que ces prochaines semaines nous amènent du monde, de la vie, de la nouvelle vie. Et du monde, il y en a, pardon, je vous coupe, parce que là, le monde est là sans arrêt. Voilà, on a vraiment l'impression que les personnes ont envie de revenir, de sortir déjà et de revenir vers tous les beaux sites que nous avons dans nos régions. Donc nous les attendons, les bras grands ouverts, avec plein d'idées et plein de choses à faire entre nos murs. Ouais, alors Juliette, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on peut venir physiquement au musée, ça c'est une chose, il y a des choses aussi en ligne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, pour découvrir toutes les activités Pâques au musée, il faut consulter le site www.pacaumusée.ch. Et là, vous avez toutes les activités en fonction de l'âge, en fonction des centres d'intérêt, des dates, des activités gratuites, payantes, avec réservation ou sans réservation. Voilà. Ce qui est fou, c'est que le jour où vous avez mis la billetterie en ligne, on va l'appeler comme ça, ça sonnait de partout. Voilà, exactement. Dès 12h30, tout le monde était sur le pont pour prendre les inscriptions, demander des inscriptions, etc. Donc les gens ont envie de consommer de la culture et ça c'est une très bonne nouvelle. Pauline, au château de Nyon plus particulièrement, qu'est-ce qu'on pourra faire? Alors on aura 2 activités qui seront prévues, donc entre autres celle qui va toucher au monde historique des chevaliers, on peut dire, même si c'est historiquement peu exact de ma part, mais enfin on touche à l'imaginaire. Alors l'idée c'est de proposer des mini-séances d'initiation à l'escrime historique, en touchant plus particulièrement aux techniques de duel du XVIIe siècle. Dites-moi, rassurez-moi, vous n'avez quand même pas choisi l'escrime parce qu'on porte un masque et un casque. Ou il y avait un petit lien. Alors, l'escrime sportive telle qu'on la pratique aujourd'hui, c'est une chose, mais il y a aussi tout un monde qui est l'escrime historique, justement, qu'on appelle plus techniquement, c'est l'ensemble des arts martiaux historiques européens. Et donc, c'est tout ce qui touche aux techniques de combat, de
depuis le haut Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle. Ouais. Donc en particulier, là, on va aborder sous, disons, avec le guide d'un maître d'armes confirmé qui a plusieurs décennies de pratique et d'expérience aussi dans l'enseignement. Donc c'est Olivier Delannoy qui va nous permettre d'aborder une technique justement qui est celle du combat à l'épée et poignard, donc typique des combats de duel du XVIIe siècle, dans l'esprit vraiment du XVIIe. On aura aussi, puisque on va quand même remettre ça dans un contexte historique, donc les participants vont aussi avoir la possibilité de voir des épées et des armes de l'époque. Et bien sûr, on va leur montrer, voilà, comment se déroulaient les choses en ces temps-là, et en faisant appel à tout l'imaginaire de cap et d'épée, bien sûr, qui va autour. Bien sûr, quelque chose de pédagogique, de fantaisiste. Voilà. Et puis l'objectif, Juliette, c'est finalement d'avoir quelque chose de ludique où le musée devient interactif. Exactement. L'idée de Paco Musée, c'est de permettre aux enfants et à leurs parents, voire grands-parents, de découvrir les collections, les objets d'un point de vue ludique. L'idée, c'est de dire qu'on s'amuse, on prend du plaisir. On prend du plaisir du côté des enfants, du côté des musées aussi, parce que nous, on adore les accueillir de cette manière-là. Et c'est vraiment donner un regard ludique pour découvrir et apprendre au final, mais surtout passer du bon temps. Juliette Daven, Pauline Lesca, merci beaucoup d'avoir été avec nous à la maison. Donc toutes les informations sont sur le site pacomusée.ch, c'est juste. C'est juste. Voilà, donc allez-y, foncez, les musées vous attendent. Voilà, c'est tout pour la quotidienne du 31 mars. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain pour la dernière quotidienne avant les vacances, le 1er avril. Vous le savez, journée des blagues. Très belle soirée à tous.